Place à l'interview politique d'Europe 1 avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron avec nous depuis 7 heures en direct sur Europe 1. On a donc appris, Emmanuel Macron, la mort d'André Glucksmann il y a quelques minutes, le philosophe qui avait 78 ans. Oui, je crois que c'était en effet un grand philosophe, ce qu'on appelle un intellectuel engagé, une conscience. Il a fait partie de ce qu'on appelait ces nouveaux philosophes. Il a surtout été l'un de ceux qui ont porté le fer contre le totalitarisme. Et on l'a oublié aujourd'hui, les nouvelles générations, beaucoup. Mais il y a eu un vrai combat intellectuel dans le monde critique, dans le monde politique, dans le monde intellectuel universitaire français, quand il s'agissait de parler des régimes totalitaires, en particulier du communisme. Et il a fait partie de ces philosophes courageux qui se sont engagés dans la vie de la cité, dans ce combat, et qui ont éclairé très tôt. Voilà. Et je pense que c'est un vrai esprit critique en même temps qu'une conscience qui disparaît. Il a un fils engagé aussi. Et il a des amis engagés, je pense à eux. Eh bien, nous y reviendrons évidemment sur cette disparition que l'on vient d'apprendre d'André Glucksmann tout à l'heure à 8h30. Venons-en donc à la politique stricto sensu. Jean-Marc Ayrault sera reçu par Manuel Valls ce matin à Matignon. L'ancien Premier ministre veut faire voter jeudi un amendement pour alléger la CSG sur les bas salaires. Ce serait le début du rapprochement entre la CSG et l'impôt sur le revenu. Est-ce que vous êtes favorable à cet amendement, Emmanuel Macron ? Écoutez, chacune et chacun n'est pas là pour donner son avis, donc... mais l'avis du ministre de l'économie compte un petit peu plus que celui des autres. C'est l'arbitrage du Premier ministre qui sera rendu. Moi, je vais vous dire, je suis pour une forme de stabilité aujourd'hui, sur le plan fiscal. Je pense qu'il faut continuer la baisse de manière crédible, durable, expliquée et perceptible. Donc vous n'êtes pas, on comprend que vous n'êtes pas très favorable à cet amendement. Je pense que c'est pas une bonne chose de toujours modifier cela. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu toute une réflexion sur le rapprochement entre ce qu'on appelle la contribution sociale généralisée et l'impôt sur le revenu. On a on a baissé les impôts sur le revenu pour 9 millions de foyers. Ça a été rappelé par le Premier ministre dimanche. On a sorti certains Françaises et Français de l'impôt par les révisions fiscales qui ont été faites. Je pense que la CSG, elle a un intérêt, c'est que tout le monde contribue à un taux qui est limité. Je suis assez attaché à titre personnel à ce principe et je pense que si on commence à rapprocher la CSG de l'impôt sur le revenu, elle aura les mêmes problèmes. C'est-à-dire que progressivement, on supprimera la CSG pour les revenus les plus faibles ou certains revenus de remplacement, ce qui sera difficilement explicable aux Françaises et aux Français qui travaillent. Et puis on augmentera la CSG pour les revenus les plus élevés et ça s'appellera l'impôt sur le revenu en quelques années. Et puis on créera des niches pour cet impôt sur le revenu parce qu'on dira il y a des gens qui travaillent mais peut-être que pour eux on pourrait l'alléger. Voilà. Un impôt en complément de l'impôt sur le revenu, un impôt dont la base est large et le taux relativement bas a des vertus. C'est d'ailleurs aussi pour cela que la CSG avait été inventée il y a quelques décennies et je rends hommage à son père. Ce qui est sûr, c'est qu'à gauche, dans votre famille politique, tout le monde ne parle pas de la même voix, Emmanuel Macron. Je vous propose d'écouter Martine Aubry, la maire de Lille. Elle parle de vous, c'était le 23 septembre dernier. Macron, comment vous dire, ras-le-bol. C'est le ministre de l'économie. Il faut qu'il mette toute son énergie, qui est grande, et sans doute ses talents, à accélérer la croissance et l'emploi. Et moi, je dois dire que je supporte de moins en moins à la fois l'arrogance, et notamment sur les fonctionnaires, pour un ancien fonctionnaire, certes devenu banquier d'affaires, mais quand même un ancien fonctionnaire, qui sait sans doute qu'en période de crise, on n'a jamais eu autant besoin des fonctionnaires. Alors, est-ce qu'il y a un problème Macron dans la majorité aujourd'hui ? Vous rendez hommage à Michel Rocard, le père de la CSG, mais d'un autre côté, on entend Martine Aubry qui est plus à gauche et qui cogne quand même. Ras-le-bol, Macron. J'ai pas de commentaire à faire. Vous savez, moi je suis dans mon action, je suis dans le travail gouvernemental et je pense que ce serait indécent dans la fonction, le rôle qui est la mienne aujourd'hui, l'engagement qui est le mien, de perdre du temps à des commentaires quels qu'ils soient. Mais il y a quand même un débat politique, c'est pas que du commentaire, c'est pas que de la petite phrase. J'ai pas vu de politique. Il y a parfois des attaques ad hominem. Moi j'ai une caractéristique depuis que j'ai commencé à être dans la politique, c'est la bienveillance. Ça aide beaucoup dans la vie. C'est pas le cas de tout le monde dans la majorité ? J'ai pas de jugement à donner parce que quand on est bienveillant, on est ouvert et par définition bienveillant, comme je vous le disais. Et donc vous ne m'avez jamais entendu dire des petites phrases ou attaquer l'une ou l'autre parce que je pense que ça n'est plus ce qu'attendent nos concitoyens. Et je pense que ce qu'il faut, c'est expliquer le monde dans lequel on est, expliquer ce qu'on doit faire, donner une vision, proposer des réformes. C'est
à cela que ça sert la vie politique, pas à faire des petites phrases ou à Elle s'invectiver. n'apprécie pas que vous ayez attaqué des fonctionnaires. Alors, vous avez déjà répondu là-dessus, que vous êtes vous-même issu de la fonction publique. Il y a un cas très concret dans le Figaro ce matin. À Suresnes, pour la première fois, des fonctionnaires vont être notés au mérite. Ça leur permettra d'augmenter jusqu'à 35% leur prime. Est-ce que ça peut être une piste aujourd'hui en France, de payer les fonctionnaires au mérite? Moi, j'y suis tout à fait favorable. J'ai en effet jamais dit que j'étais contre les fonctionnaires. Et ça, c'est la réduction du débat politique. J'ai dit qu'il me semblait important de réfléchir à la modernisation du cadre. On a besoin de fonctionnaires, c'est essentiel. On a besoin d'un statut de la fonction publique pour garantir la neutralité, leur impartialité. Maintenant, regardez la réalité des choses. Il y a beaucoup de fonctions qu'on donne à des fonctionnaires qui pourraient l'être par des gens qui ne le sont pas. Et on garantit des emplois à vie parfois de manière indue, sans même passer par des concours. Et ça, c'est pas juste. Donc vous dites oui aux fonctionnaires payés au mérite à l'image de ce que fait le maire Les Républicains de Suresnes. Et moi, je pense qu'il faut accroître la part, en effet, de mérite, la part d'évaluation dans la rémunération de la fonction publique. C'est une façon de le moderniser. Parce que qu'est-ce qui justifie ensuite qu'on puisse être protégé, en quelque sorte, de toutes les variations d'une forme de performance? Simplement, la performance, quand on est fonctionnaire, elle ne se mesure pas forcément comme dans l'entreprise. Parce qu'on est en charge de l'intérêt général. Vous êtes suivi par le Premier ministre et par le gouvernement là-dessus? Mais vous me demandez une réaction sur un cas concret. Je vous la donne comme une conviction personnelle. Je ne suis pas en train de vous annoncer une réforme du gouvernement. Marie-Lise Lebranchu a beaucoup fait là-dessus. Elle a déjà beaucoup modernisé justement le cadre de la fonction publique. Elle a porté une réforme importante. Et c'est en effet au Premier ministre d'annoncer ces réformes. Je vous donne ma conviction personnelle parce que je n'ai pas de langue de bois. On l'a entendu, Emmanuel Macron. Dans un pays où la lutte contre le chômage est érigée en priorité absolue, peut-on avancer avec une ministre du Travail qui ne sait pas combien de fois on peut renouveler un CDD? Vous savez, Myriam El Khomri, elle est engagée au quotidien. C'est pas une experte du droit du travail. Chacune et chacun le sait. Est-ce que c'est ce qu'on demande à un ministre? De maîtriser un peu les bases quand même, non, c'est pas ce qu'on demande à un ministre. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est engagée dans les réformes en cours. Elle est en effet nommée depuis la fin de l'été. Elle a déjà abondamment consulté les partenaires sociaux. Elle a mis sur la table, auprès du Premier ministre, une réforme importante du marché du travail qui nous occupera pendant les 2 prochaines années. Et elle se bat sur le terrain tous les jours. Elle est engagée. Elle est de bonne volonté. Mais vous comprenez que les chômeurs se disent, regardez par qui on est représenté, quelqu'un qui ne sait pas que c'est 3 CDD maximum? Non, elle l'a dit elle-même. Elle aurait préféré le savoir. Mais à la fin des fins, est-ce que ce qu'on attend des hommes et des femmes politiques, c'est de répondre à des quiz? Est-ce que le rôle des journalistes, c'est de faire repasser le baccalauréat tous les matins aux femmes et aux hommes politiques? Je ne le crois pas. Donc ça ne vous pose pas de problème fondamentalement. Sur le fond, ce qui me pose un problème, c'est que le débat prenne cette nature. Et sur le fond, je pense qu'il faut juger Myriam El Khomri à son engagement et demain à ses résultats. Et donc à sa capacité à pousser des réformes. Elle ne les porte pas seule. Comme François Rebsamen-Avant ou Michel Sapin, c'est un collectif qui se bat pour réduire le chômage dans notre pays. C'est un collectif. Mais Myriam El Khomri, ce que je vois, c'est une femme engagée. C'est une femme qui ne compte pas ses heures, son temps et son énergie. Et c'est une femme qui, justement, porte des réformes importantes pour notre économie. Je préfère voir ça que le résultat à un quiz qui ne m'intéresse pas beaucoup et qui, là aussi, contribue d'une forme de réduction du débat. Il y avait beaucoup d'autres choses qui étaient passionnantes dans l'interview chez votre collègue Bourdin sur RMC, qui a donné lieu à cette polémique. Et je l'ai entendu, c'est un point de cette interview, c'est un fait. Il ne faut pas le nier, se cacher les yeux, mais il ne faut pas tout réduire à cette question. On se parle franchement, vous le disiez, pas de langue de bois, le chômage ne recule toujours pas en France. Est-ce qu'il va reculer d'ici la présidentielle? Est-ce que le chômage aura sérieusement baissé d'ici 2017? En tout cas, je peux vous dire qu'on fait tout pour. On fait tout pour. Mais ce n'est pas une obligation de moyens, c'est une obligation de résultat. Vous avez raison. François Hollande a dit qu'il ne se représenterait pas si ça ne baisse pas. Mais écoutez, vous avez raison de dire que c'est une obligation de résultat, c'est ce qu'attendent nos concitoyens. Celles et ceux qui nous écoutent, c'est à ça qu'ils mesurent. Ce n'est pas des chiffres qui les rassureront, c'est eux-mêmes, pour eux ou dans leur famille, d'avoir leurs amis, leurs parents qui retrouveront un emploi. Il faut continuer. Justement, les vous avez la certitude d'y arriver au fond de vous ou pas? Est-ce que vous avez la certitude qu'on fait exactement ce qu'il faut, qu'on fait tout ce qu'il faut, qu'on fait suffisamment? Si on tient ce cap, et si on continue même à aller plus loin, moi je pense qu'il faut intensifier les réformes, qu'il faut continuer à déverrouiller, à libérer. Parce que c'est comme ça qu'on aura des résultats. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec M. Barré. C'est justement donner de la visibilité, continuer à déverrouiller pour à la fois justement pousser les uns et les autres à investir, à embaucher, et puis avoir des résultats concrets. Donc il ne faut pas rester assis sur notre chaise à dire tout va venir et le vent soufflera de grand large. C'est à nous de le faire. Donc et en même temps, nous sommes en train de le faire, nous devons aller plus loin. Moi je peux vous dire qu'avec l'ensemble de mes collègues, chaque jour je ferai tout pour que
on aille plus loin. Les Français demandent des résultats et de la clarté. Et là, depuis quelque temps, il y a pas mal de cafouillages. Il y en a eu sur les impôts locaux des retraités modestes, les allocations pour handicapés, Notre-Dame-des-Landes. Le diesel, on n'a rien compris à la position de la France. On n'a rien compris. Le mercredi, au Parlement européen, il y a un texte qui est voté en commission, qui dit on va assouplir un peu les normes de diesel pour permettre aux constructeurs d'avoir un peu plus de temps pour rentrer dans les clous. Le jeudi, Ségolène Royal dit non, c'est pas bon, faut tout refaire. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Mais je vais être très simple sur le diesel. Il y a un scandale Volkswagen qui intervient dans ce contexte. Et en même temps, qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'il faut être précis, de quoi s'agit-il quand vous parlez d'une décision qui est passée en Conseil environnement ? De la réduction de l'écart entre les tests faits en laboratoire et les tests réels. Aujourd'hui, vous ne savez pas dire quel est l'écart. On est en train de le mesurer. On sait qu'il peut parfois être important. 3 fois, 4 fois plus. On sait qu'il ne faut pas croire ce qu'on nous dit. Mais simplement, il faut juste se dire les faits. Donc, ce qui a été décidé au niveau européen, c'est qu'on n'a pas relâché les critères. Collectivement, nous avons dit, et la France a joué un rôle moteur avec la Commission à qui il faut rendre hommage et avec d'autres. Si la décision était bonne, pourquoi Ségolène Royal la critique le lendemain ? Ségolène Royal n'a pas critiqué, elle a dit qu'elle voulait toutes explications. Moi, ce que je vous dis, c'est que sur le fond, il ne faut pas tout mélanger. Il faut réduire l'écart qui existe entre les tests faits en laboratoire et les tests réels de manière crédible. Il faut réduire l'écart qui existe entre le diesel et l'essence et les avantages qui existent. Contribuer à renouveler le parc, améliorer la transparence sur les tests, c'est ce que nous faisons avec Ségolène Royal. Et il faut le faire de manière respectueuse de celles et ceux qui précisément roulent dans ces véhicules et n'ont pas toujours les moyens, et de celles et ceux qui travaillent pour des groupes automobiles qui ont toujours respecté les règles, et nous sommes en train de bien le vérifier, et qui n'ont rien à se reprocher. Voilà. Mais il ne faut pas tout confondre, on n'a pas relâché notre ambition environnementale en la matière, on a mis plus de transparence, et on a mis plus de convergence pour réduire ces écarts. Il faudra que vous l'expliquiez à la ministre de l'Environnement. Ne cherchez pas à créer des coins entre les ministres. Non, je constate. Un petit mot sur les régionales et après on va laisser la parole aux auditeurs d'Europe 1. Manuel Valls, au grand rendez-vous dimanche sur Europe 1, disait que la victoire du Front National dans certaines régions serait un drame. Vous reprenez ce mot, Emmanuel Macron ? Je pense que c'est très important aujourd'hui pour notre pays et pour les régions en particulier, on pense au Nord-Pas-de-Calais, Picardie et à Provence-Alpes-Côte d'Azur, de tout faire pour empêcher en effet que le Front National n'accède aux responsabilités. Mais ça serait un drame ou ça serait le jeu démocratique ? Mais ce serait par construction le jeu démocratique, mais il serait dramatique. Et vous savez, le jeu démocratique dans l'histoire a déjà conduit à des résultats dramatiques. Nous l'avons vécu. Donc je pense que l'un ne se substitue pas à l'autre. Mais en effet, ce serait un drame politique. C'est pour ça qu'il faut tout faire pour défendre les candidats qui se battent sur leur terrain avec leurs équipes, pour défendre leur bilan ou leur projet. C'est le cas de Pierre de Saint-Ignon ou de Christophe Castaner dans ces deux régions. Ils se battent pied à pied. Ils se battent pour des propositions, pour un bilan. Et c'est eux qui mènent ce combat démocratique, ce combat pour la réussite de leur région, ce combat précisément face à ce qui est bien souvent du mensonge. Et ce n'est pas simplement une faute de voter Front National, parce que c'est collectivement notre échec, si on en arrive là. Collectivement, nous avons notre part de responsabilité. Mais c'est surtout une impasse sur le plan économique, sur le plan social, parce que ce que le Front National vous dit aujourd'hui, ce sont des choses qui n'existent pas, qui ne volent pas. C'est une absence de réponse aux défis qui sont les nôtres. La parole aux auditeurs d'Europe 1 tout de suite. Vous nous appelez au 39 21 et le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, vous répond en direct. Twitter également avec le hashtag #Macron. À tout de suite.